Édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Vers un gouvernement d'union nationale en Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi s'est dit favorable à la composition d'une équipe gouvernementale élargie au patronat et à l'UGTT. En République du Congo, les épreuves écrites du baccalauréat ont été lancées le 1er juin. Le ministre en charge de l'enseignement sillonne le pays afin de s'assurer du bon déroulement des examens. Et puis Yaoundé tient son 2e salon international du livre jusqu'au 6 juin, doté d'un budget de 363 millions de francs CFA. L'événement s'articule cette année autour de 2 tables rondes. Un gouvernement d'union nationale pour sortir la Tunisie de la crise économique et sociale. Le président Béji Caïd Essebsi s'est dit favorable à cette idée et la composition s'annonce atypique. L'équipe gouvernementale sera élargie au patronat et à la centrale syndicale UGTT. Explication avec Corinne Kamdem. Vers un gouvernement d'union nationale en Tunisie. Ce projet a été évoqué par le président tunisien Béji Caïd Essebsi. C'était lors de son intervention sur la chaîne de télévision El Watania ce jeudi 2 juin 2016. Il a ainsi déclaré être favorable à un gouvernement d'union nationale à condition qu'il intègre l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le syndicat de l'Union générale tunisienne de travail. Moi, je pense que le président tunisien Béji Caïd Essebsi n'avait pas d'autre choix que d'aller vers ce gouvernement d'union nationale en faisant participer des organisations importantes comme l'Union générale tunisienne du travail, qui est la centrale syndicale, et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et d'artisanat, qui est la principale organisation patronale. Les deux organisations avaient beaucoup critiqué le gouvernement de Habib Sid. C'est le premier gouvernement qui est né après la fin de la période de transition et l'élection du président et des institutions du nouveau gouvernement tunisien. Leur participation, ça sera une manière de les impliquer davantage dans l'action du gouvernement et également de faire cesser un peu les critiques pour que le gouvernement tunisien passe enfin au travail. Cependant, l'idée de ce gouvernement pour le moins atypique ne fait pas l'unanimité, notamment pour l'UGTT qui s'y est déjà catégoriquement opposé. De son côté, l'UTICA, l'autre figure principale de ce possible gouvernement d'union nationale, dit étudier la question. Nous ne pourrons pas en faire partie, l'UGTT restant la force qui unit toutes les institutions et le lieu de refuge de toutes les sensibilités. La mise en œuvre de ce projet impliquerait la démission de l'actuel gouvernement, puis des négociations entre les diverses parties concernées, à savoir les partis politiques, les syndicats et le patronat. Ce vendredi matin, le Premier ministre Habib Sid a d'ailleurs déclaré à la radio être prêt à s'effacer s'il le fallait pour l'intérêt de la Tunisie. Jean Ping défie la police judiciaire, attendue à 10h heure locale ce vendredi à Libreville. L'opposant gabonais ne s'est pas rendu à la convocation reçue la veille. Il dit ne pas connaître les raisons de cette convocation. Rappelons que l'ancien président de la Commission de l'Union africaine et candidat déclaré à la prochaine présidentielle est au cœur d'une polémique autour d'une vidéo dans laquelle il appelle à balayer les cafards. Les relations bilatérales entre le Ghana et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. La visite de 48 heures du président John Dramani Mahama à Abidjan le prouve. Les deux États se sont en effet engagés à donner une nouvelle dimension à la coopération bilatérale. Retour sur les principales annonces et moments forts avec Idelette Mirabel Bissot. La coopération sud-sud matérialisée du 1er au 2 juin 2016 en Côte d'Ivoire avec la visite du président ghanéen John Dramani Mahama. Plusieurs points ont été abordés pendant ces 48 heures dans la capitale ivoirienne. Il s'agit notamment du renforcement de la coopération politique et économique. Le président ghanéen était également sur les installations du port autonome d'Abidjan. Le port d'Abidjan dispose d'atouts naturels en ce sens qu'il a un accès direct sur la mer. À la différence de notre situation où il y a un fleuve qui sert de passage entre la mer et le port. C'est une chose très importante et très intéressante. Au moment où nous envisageons l'extension de notre port, nous prévoyons créer ce genre d'espace au sein du port pour que les entreprises à proximité puissent avoir un espace pour entreprendre leurs activités. Depuis son accession au pouvoir, le président ghanéen est à sa 3e visite d'État en Côte d'Ivoire. En 2015, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont établis à plus de 286 milliards de francs CFA, avec près de 260 milliards pour les exportations ivoiriennes. Souhaitant le relèvement du niveau des échanges commerciaux, le président ghanéen a annoncé une réunion en marge du prochain sommet de la CEDEAO au Sénégal, entre les 5 chefs d'État impliqués dans le projet du corridor Abidjan-Lagos. Il nous faudra intensifier davantage nos échanges économiques et commerciaux afin de les porter à un niveau qui reflète réellement les potentialités de nos deux pays
dont les importants atouts devraient nous permettre d'être des locomotives économiques dans notre sous-région. Pour sa part, le gouvernement ivoirien continuera de travailler au retour cette année de la majorité des 11 000 personnes réfugiées au Ghana. Pour rappel, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Ghana datent de 1961. En Afrique de l'Ouest, les deux États jouent un rôle considérable dans l'économie globale. La Côte d'Ivoire, malgré ces années de crise, capte les 11% des exportations et 10% des importations de l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana se place juste devant la Côte d'Ivoire avec 11% du commerce global. Cette tendance ghanéenne pourrait se consolider avec l'exploitation de son gisement de pétrole. Le baccalauréat n'a subi aucun report en République du Congo. Anatole Koliné-Makosso, ministre de l'enseignement primaire, secondaire, chargé de l'alphabétisation, s'en est assuré en visitant les centres d'examen ce jeudi. Voyez ce reportage de Deva Panzone. C'est à Mindouli, dans le département du Poul, qu'a commencé le périple du ministre de l'enseignement primaire secondaire chargé de l'alphabétisation, Anatole Koliné-Makosso, ce jeudi 2 juin, deuxième jour du baccalauréat. Dans ce centre du lycée de Mindouli, l'examen a débuté sans être perturbé. Les candidats ont affirmé que les programmes de cours ont été achevés. Non, les ça se passe bien. Non, ici, il n'y a pas les ninjas. On n'a que des policiers, des gendarmes. Les épreuves se déroulent correctement, très bien. Jusqu'au moment même, on a tout fini. En philosophie, on a fini les programmes. En histoire, partout, dans toutes les matières. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté normalement dans le département du Pôle, mais cela ne peut dissiper toute inquiétude, car à quelques kilomètres de Mindouli, le directeur départemental de l'enseignement primaire et secondaire du département du Pôle a été victime d'un braquage par des hommes armés non identifiés sur la nationale numéro 1. Moi, j'ai vu des gens qui pouvaient avoir le bas en tenue militaire, en haut en civil. Bon, parfois, il est tout en civil. Déjà hier, il y a eu un braquage à Mindouli et malheureusement, ça n'a pas perturbé le déroulement du baccalauréat à Mindouli. Anatole Koliné-Makosso s'est ensuite rendu à l'UTT où l'an dernier, les candidats au baccalauréat avaient réalisé le meilleur pourcentage de réussite. Madingu, dans le département de la Bouenza, a été le point final de la ronde du ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Partout, le constat est satisfaisant. Les examens se déroulent dans de très bonnes conditions, dans le calme. Vous avez constaté cela avec moi. Partout, en termes d'organisation, nous n'avons rien à reprocher au cadre de la direction des examens au concours, au cadre du ministère et aux membres du jury. Au deuxième jour du baccalauréat, sur le plan national, on compte déjà quelques fraudeurs. Un élève se trouve en ce moment dans les geôles de la gendarmerie à Brazzaville et son dossier pourrait être transféré auprès du procureur. Le ministre de l'enseignement primaire secondaire chargé de l'alphabétisation poursuivra sa ronde dans le nord du pays. Le livre, vecteur d'intégration et de développement. Voilà le thème de la deuxième édition du Salon du livre de Yaoundé qui s'est ouverte ce 2 juin. Un événement qui met en vitrine 5 grands noms de la littérature camerounaise. Immersion dans ce reportage de Viviane Baoken, correspondante au Cameroun. Le ministère des Arts et de la Culture du Cameroun ambitionne de faire du Salon international du livre de Yaoundé un événement annuel au service du développement de l'industrie du livre. Cette ambition ainsi formulée représente l'un des objectifs de la deuxième édition de la rencontre littéraire qui s'est ouverte le 2 juin 2016 à Yaoundé. La querelle d'auteurs présents à l'explanade du Musée national ne manque pas d'exprimer leur satisfaction. À l'époque, je dis souvent que dans ma jeunesse, il y avait une seule maison d'édition, c'était Clé. Aujourd'hui, il y a plus de 30 maisons d'édition, peut-être même plus. Celles que moi je connais sont au moins une trentaine. Ça montre vraiment un engouement dans l'outil livre. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'améliorer la qualité de cet outil qui aujourd'hui est encore à sa naissance. Mais et que l'État et le gouvernement et le ministre en l'occurrence prennent sur eux, à eux, de remplir leur rôle, de donner un espace comme celui-ci, où il y a des exposants, où il y a des conférences, où il y a des modèles, entre guillemets, qui viennent de l'étranger. Je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. Placé sous le thème « Le livre, vecteur d'intégration et de développement », le Salon international du livre de Yaoundé connaît la participation d'une centaine d'auteurs nationaux et internationaux.
Entre autres innovations du salon, un vibrant hommage sera rendu à 5 grands auteurs camerounais qui ont marqué l'histoire du livre. La première innovation, c'est évidemment le fait que nous ayons mis en hommage les 5 des principaux écrivains camerounais aujourd'hui disparus. Donc l'écrivain, le romancier Mongo Betty, Bernard Fonlon, qui est aussi de très grande réputation, le sultan Joya, qui a fondé une écriture, l'ancien ministre d'État Ferdinand Léopold Loyono, grand romancier s'il en est, et puis Francis Bébé, un artiste pluridimensionnel. Donc on les a mis à l'honneur, vous doutez bien que c'est parce qu'ils ne sont plus des nôtres aujourd'hui. Et voilà la première innovation. La deuxième innovation, c'est que les auteurs ont souhaité rencontrer les étudiants, échanger avec eux et puis pouvoir se présenter physiquement à ces étudiants qui ont souvent eu l'habitude d'apprendre leurs œuvres, d'étudier leurs œuvres sans savoir de qui elles étaient. Pour le ministre des Arts et de la Culture camerounais, Narcisse Moïle Kombi, le Salon international du livre constitue une réelle opportunité pour les opérateurs du secteur du livre d'avoir des échanges constructifs sur des projets communs. Un mot de sport à présent, les Lions indomptables seront présents au Gabon dans un peu plus de 7 mois. Après le Maroc et l'Algérie, le Cameroun a en effet validé ce vendredi son ticket pour la CAN 2017 grâce à sa victoire face à la Mauritanie. Score final 1-0. Le monégasque Edgar Sali a donné l'avantage aux Lions indomptables à la 29e minute. Les Mirabitounes n'ont pas pu revenir au score mais conservent un espoir de finir à l'une des 2 places de meilleur deuxième qui sont qualificatives pour la compétition. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.